De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints par Monsieur Amici Gaston. Bonsoir, vous êtes membre de l'Alliance des forces congolaises, parti d'opposition en République démocratique du Congo. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Maître Amouli Reti et de notre éditorialiste Djemal Taleb. Place à présent à notre dossier du jour. En République démocratique du Congo, la réorganisation de l'opposition est un enjeu majeur pour l'alternance. Le rassemblement créé à l'issue du conclave convoqué par Étienne Tshisekedi à Bruxelles regroupe les grandes formations dont la dynamique de l'opposition, l'alternance pour la République, le G7 ou encore l'UDPS. Mais pour autant, des divisions persistent. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays africains, la question de l'alternance au pouvoir est un réel défi pour l'opposition. Mais pour parvenir à cette alternance, la cohésion de l'opposition représente un préalable. C'est dans cette optique que les différentes plateformes de l'opposition congolaise se sont retrouvées au mois de mai 2016 à Genève, en Belgique, autour du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, afin de refaire l'unité de l'opposition dans un contexte de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président de la République, Joseph Kabila. À l'issue de 3 jours de discussions qui ont vu la participation de la dynamique de l'opposition, de l'alternance pour la République, du G7 et de l'UDPS, sans oublier plusieurs associations de la société civile, le conclave de l'opposition a abouti à la création du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. L'objectif poursuivi est le départ du président Joseph Kabila dans le respect de la Constitution. Pour conduire les rassemblements de l'opposition, un comité des sages a été élu. À sa tête, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Après la conférence de Genval qui a permis de lancer le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, l'opposition est en phase de consolidation de son unité et elle reste engagée résolument dans la lutte pour le respect de la Constitution par tous et l'organisation des élections crédibles, démocratiques, transparentes, libres et apaisées conformément à cette Constitution. Notre opposition est pacifique et pacifiste comme je l'ai toujours dit. Nos stratégies ne sont pas extraordinaires, ce sont les stratégies de toute opposition démocratique. Elles consistent en la conscientisation et à la mobilisation du peuple congolais pour les mettre en mesure d'exercer ses droits garantis par la Constitution. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement opte ainsi pour un dialogue politique inclusif tout en insistant sur le respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Par conséquent, le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat n'est donc pas négociable. Un avis partagé même avec plusieurs acteurs politiques qui n'ont pas pris part à ces dialogues. C'est possible, l'opposition, la majorité, de pouvoir parler, mettre de côté nos intérêts égoïstes, mettre de côté ce qui nous divise pour venir ensemble et dire nous allons faire des élections apaisées, nous allons faire des élections qui répondent aux règles. Ça c'est possible, on ne peut pas continuer à être des défaitistes, on ne doit pas continuer à montrer en fait une image des Congolais qui ne peuvent pas s'organiser. Pourquoi ça doit être les autres qui viennent de l'extérieur qui doivent nous apprendre ce que nous devons faire alors que ce sont des choses que nous sommes convenus, nous avons voté, le souverain primaire a décidé et donc nous voulons à ce que ce soit les autres qui viennent nous apprendre ce que nous allons faire. Nonobstant le fait que tous les partis d'opposition n'ont pas participé et adhéré aux résolutions de ces conclaves, le rassemblement de l'opposition a amené une nouvelle dynamique dans la lutte pour l'alternance en RDC. Il a démontré sa capacité de mobilisation le 27 juillet 2016 au retour d'Étienne Tshisekedi de Bruxelles. Des centaines de milliers de Congolais sont allés accueillir l'opposant historique. 4 jours après, la même mobilisation a été constatée lors du meeting organisé par cette plateforme. Nous sommes unis aujourd'hui pour que nous parlions demain un même langage au dialogue qui aura lieu. Cependant, comme vous le savez, le facilitateur qu'on nous a donné n'est pas neutre. C'est un grand kabiliste.
Si le discours d'Étienne Tshisekedi, récusant les facilitateurs, n'a pas affecté la grande coalition de l'opposition dans sa composition, il a par contre eu un impact dans certaines composantes dont la dynamique de l'opposition, où certains partis anti-dialogue ont rejoint le camp de pro-dialogue tout en acceptant les facilitateurs Edem Kodjo. C'est le cas du courant des démocrates rénovateurs de Jean-Lucien Boussa ou encore l'UNC de Vital Kamerhe. Au départ, moi je me souviens que M. Vital Kamerhe, et puis c'est de lui qu'il s'agit, était avec nous dans le processus du dialogue en 2014. Puis vers la fin de l'année, de cette année-là, 2014, il nous a lâchés en s'opposant catégoriquement, farouchement au dialogue. Alors aujourd'hui, il revient, tambour battant. Posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a convaincu. La question de la participation au dialogue sous Edem Kodjo a divisé l'opposition congolaise. D'aucuns soutiennent que l'intransigeance du rassemblement de l'opposition fait ainsi face au réalisme d'une partie de l'opposition qui a accepté de participer à ces assises. Donc tous les opposants présents à Géval réaffirment leur attachement à la résolution 2277. Ils sont tous d'accord avec le dialogue selon la résolution 2277. Il n'y a pas une seule frange de l'opposition qui dise non au dialogue selon la résolution 2277. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire M. X, Y a changé d'avis, non. Très tôt, l'opposition présente au dialogue finira par claquer la porte des discussions dans le but d'obtenir de la majorité présidentielle les consensus sur l'organisation de la présidentielle avant les autres scrutins. Elle réussira à obtenir gain de cause. La séquence de des élections doit commencer par l'élection présidentielle. Nous sommes venus aujourd'hui à la demande du facilitateur parce qu'il voulait bien voir les deux groupes politiques échanger sur la question afin que les dialogues puissent reprendre très rapidement. L'opposition tient surtout à la position essentielle sans laquelle le dialogue n'est pas possible. Dans le contexte actuel, l'on peut catégoriser à trois les tendances de l'opposition congolaise. Celle qui soutient les dialogues mais qui récuse Edem Kodjo, à savoir le rassemblement de l'opposition, celle qui estime que le dialogue n'a pas raison d'être et exige la tenue inconditionnelle des élections dans les délais, le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'opposition qui a participé au dialogue avec en tête l'UNC de Vital Kamerhe. Toutes néanmoins estiment qu'on ne peut accorder un troisième mandat au président Kabila dont les second et dernier mandat constitutionnel prend fin en décembre 2016. Et nous organiserons toujours des manifestations, j'insiste, pacifiques, telles que prévues et autorisées par les lois de la République. Il ne sera jamais question pour l'opposition congolaise, en particulier pour le G7, de se transformer en groupe armé ou en une rébellion, même si nous savons qu'en face de nous, il y a un pouvoir monolithique, d'essence dictatoriale. Nous ne céderons jamais à ce piège-là et je crois que le peuple congolais a démontré plus d'une fois qu'il n'est pas prêt à verser dans la violence. Le rassemblement de l'opposition représente à ce jour une force politique difficile à contourner quant à la recherche des solutions durables aux problèmes qui affectent le devenir de la RDC. Mais certaines divergences attestant la pluralité de l'opposition congolaise affectent profondément la lutte pour l'alternance. Quand l'opposition n'est pas unie, elle constitue une force pour le pouvoir en place, pensent les analystes de la scène politique congolaise. Tout d'abord, M. Amissi, comment se porte l'opposition congolaise? L'opposition s'est éparpillée. Parce que je parle surtout de l'opposition sur place à Kinshasa. Il y a les opposants qu'on appelle les opposants du ventre et les opposants sérieux. Je vais prendre un exemple. M. Kamerhe, qui a tant eu des mérites d'appeler la population à militer contre le prolongement du mandat de M. Kabila. Il y a eu de morts en janvier 2015. Aujourd'hui, M. Kamerhe se trouve où, aux côtés de Kabila, pour aller quémander, chercher un poste ministériel, je ne sais quoi. C'est vraiment lamentable ce qu'on est en train de voir se passer à Kinshasa. Djemal, quel est le véritable poids de cette partie de l'opposition qui participe aujourd'hui au dialogue congolais convoqué par le président Kabila? Je ne préfère pas m'attarder sur son poids parce qu'à la limite, il est difficile de mesurer le poids d'une opposition quand on n'a pas un scrutin. Et donc l'idée d'appeler un mot d'ordre pour ou contre sortir dans la rue n'est en soi pas un indicateur suffisant pour mesurer la puissance d'une opposition.
elle est éparpillée, elle est divisée, c'est naturel. Une opposition, c'est une organisation politique. Une organisation politique ne pense pas forcément tous pareil. Il y a une phrase célèbre de Voltaire qui dit « Quand nous pensons la même chose, c'est que nous avons cessé de penser ». Et donc, en définitive, il est normal que l'opposition congolaise ne cesse pas de penser et qu'elle continue à penser et à penser séparément. Il y a une chose qui doit sans doute la réunir, c'est l'amour du pays. Un journaliste l'a si bien dit et il a raison. Quant à ce que vous dites, monsieur, sur Vital Kamerhe, je ne le partage pas. L'idée est une question d'appréciation. Il y a ceux dans une opposition, et l'opposition est absolument respectable, qui consiste à dire, nous, le pouvoir en place, nous ne discutons pas avec lui, nous avons une discussion, c'est la Constitution. Nous l'appliquons entièrement, pleinement, et c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Et il y a ceux qui disent, nous avons, nous, une autre approche. Nous avons une ligne rouge, cette ligne rouge-là, nous n'allons jamais la franchir. Tout le reste est discutable dès lors que nous sommes capables d'éviter à notre pays un bain de sang, un affrontement, une période très dangereuse d'insécurité que ce pays a connue depuis toujours. Je pense que le rôle de l'équipe de Vital Kamerhe est plutôt celle-là. Et d'ailleurs, quand il a fallu geler le débat, il l'a fait. Quand il a fallu ne pas signer, il l'a fait. Et quand il a fallu ne pas négocier sur l'agenda électoral, il l'a fait. Mais vous savez, nous avons une culture, nous, subsahariens, que nous héritons un peu des post-68 arts français. C'est la haine du pouvoir. C'est la glorification de l'opposition. En fait, on est bien quand on est opposant, on est bien quand on est contre le pouvoir, on est bien quand on ne négocie pas, on est bien quand on est ferme. Et ça, de mon point de vue, c'est toujours une impasse. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est, de mon point de vue, d'avoir des principes, une ligne rouge et de discuter. Et puis après se pose le problème fondamental, et j'en aurais fini, de la Constitution elle-même. Moi, je ne suis même pas d'accord avec beaucoup de mes amis dans mon pays, ailleurs, sur le continent, sur les histoires de la Constitution. Une Constitution n'est pas sacrée. Ce qui est sacré, c'est la vie des Congolais. Ce qui est sacré, c'est la stabilité du Congo. Une constitution n'est pas sacrée. Et pardon, l'idée est toujours celle-là, parce que nous avons tous une inspiration, et monsieur le juriste, c'est de nous inspirer de l'ordre constitutionnel que nous connaissons. Il y a la constitution des montagnards, qui en 1791 était remarquable, démocratique. Elle fait voter les femmes, les enfants, les vieux, les femmes, les étrangers, tout le monde. Et les montagnards sont tellement fiers de leur constitution qu'il y a un consensus absolu de la conserver et de la protéger. J'en aurais fini. Et donc, pour la protéger, ils disent, sur 40 ans, on ne peut pas la changer. L'idée est de savoir, est-ce que nous avons, nous, génération d'aujourd'hui, décider pour ceux qui seront là dans 40 ans? Non, nous décidons pour nous, pas pour eux. Quand nous décidons aujourd'hui que c'est bon, nous le faisons. Quand nous décidons demain que ce n'est pas le cas, ce n'est pas nous, c'est le peuple souverain. Et il faut toujours lui donner la parole. Et je pense que l'une difficulté est celle-là. Et j'aurais fini par mon dernier mot. Si nous voulons que les élections chez nous soient réellement démocratiques et transparentes, vous savez, il y a une règle. Et à ce moment-là, il peut essayer de faire 5, 10 mandats, il n'y arrivera pas. Une vraie commission électorale indépendante, un vrai fichier électoral totalement éditionné, une gestion collégiale de tout cela, mais aussi de l'organisation matérielle des élections. Inégalité devant le financement, devant la télévision. Si vous assurez tout cela, vous assurez la gestion de tout cela, croyez-moi, il peut beau essayer de faire 4 mandats, il n'en fera même pas. Monsieur Amissi. Ce que je veux répondre, il a dit, le sacré, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le peuple. Vous savez, depuis que M. Kabila est au pouvoir, il y a eu combien de morts? Plus de 6 millions de Congolais qui sont tués. Plus de 6 millions. Et vous voulez que ces messieurs restent au pouvoir et on continue la même chose? Mais non. Non, mais c'est en disant, c'est presque... On va prendre l'avis de Maître Rexy sur la question. Quel est votre point de vue sur cette question? Je devrais d'abord dire que je m'incline devant, malheureusement, ces vies qui ont été perdues depuis 2 jours à cause, justement, de ce contentieux. Et en tout cas, toutes mes condoléances aux familles et surtout à toute la population congolaise, finalement, qui se sent concernée et qui se bat pour le changement. Je crois que le drame du Congo aujourd'hui, si on doit vraiment le résumer très brièvement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une période de messianisme dévoyé. Vous voyez, c'est que nous sommes aujourd'hui, Jésus avait dit, je suis le chemin, celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Eh bien, Kamerhe, sûrement qu'il jure que celui qui ne passe pas par lui ne verra pas la paix. Tshisekedi, la même chose. Kabila, la même chose. Voilà la situation au Congo. Si vous ne passez pas par moi, vous ne verrez pas la paix. Et donc, nous avons ici un débat sur les questions constitutionnelles et les questions fondamentales.
gouvernementales. On essaye éventuellement de les détourner en disant, écoutez, nous sommes arrivés à un consensus sur telle ou telle autre chose. Moi, je dis, encore une fois, pour ces jeunes, et Dieu seul sait que les enfants qui sont nés quand Kabila est arrivé au pouvoir avaient que 3 ans. Ces jeunes-là ont le droit de voter aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas sur un fichier électoral. Je ne vois pas au nom de quoi un consensus pourrait éventuellement décider qu'ils n'ont pas droit au vote. Nous, Congolais de l'étranger, on n'a pas voté en 2006, on n'a pas voté en 2011. Au nom de quoi ? Au nom de quelle égalité on pourrait éventuellement imposer aux gens de ne pas voter. Donc ces fichiers devaient se faire. Mais le vrai problème pour le Congo aujourd'hui, c'est de savoir, et je l'avais dit ici en février dernier dans l'émission Politicien, c'est d'établir les responsabilités. Nous avons une commission électorale indépendante qui fonctionne depuis plus de 10 ans. Cette commission électorale indépendante a des fonctionnaires qui sont très bien payés. Les professeurs d'université ont difficilement $500 par mois. Mais ces gens sont très bien payés pendant 5 ans. Et au finish, on vient nous présenter une situation où on nous dit, voilà, les kits électoraux, on commence à les demander, le fichier, on va l'aborder, etc. Non. Pour moi, il y a une responsabilité pénale, il y a une responsabilité politique à établir. Et cette responsabilité, il ne faut pas seulement la couler sur la tête d'un individu ou d'une institution, car en fait, quand on regarde très bien, c'est quoi la commission électorale indépendante? C'est monsieur, madame de l'opposition et aussi du pouvoir. C'est les gens de l'UNC, c'est les gens de l'UDPS, c'est les gens du MLC, c'est les gens du PALU qui composent la Commission nationale électorale. Et il y a là une responsabilité globale et collective, et ils doivent expliquer au peuple comment expliquer que pendant 5 ans, depuis les dernières élections, rien ne s'est passé. Pourquoi tout doit se passer aujourd'hui? Ce que vous dites est absolument frappé du bon sens, et je partage pleinement ce que vous dites. Je vais le compléter. Si le président Kabila disait demain, moi, Kabila, ça fait très longtemps que je suis là, j'adore mon pays, je suis un grand homme, je m'en vais, il sera grand. Il sera grand et nous allons tous le respecter. Et il ne juge pas ça comme ça. Et comme il ne juge pas comme ça, il est du devoir, et en tout cas du droit de l'opposition, de se dire nous avons un problème, nous allons essayer de le régler. Nous allons essayer de le régler en faisant le moins de casse possible. Nous avons visiblement une commission électorale qui ne fonctionne pas bien. Nous sommes un pays grand, important, qui va se démocratiser et qui est, un facteur de stabilité fondamentale dans toute la région. Voyez-vous, je regarde, moi, le Congo, je le regarde avec admiration, parce que le jour où il se développe, je me développe. Le jour où il est grand, je suis grand. Et donc, je ne peux pas me désintéresser. Le Congo n'appartient pas seulement aux Congolais, il nous appartient tous. Et donc, il est du devoir de tous ces gens-là, non pas de se diviser et de se dire qu'est-ce qui est bon opposant ou mauvais opposant, qu'est-ce qui fait du bon ou du pas bien. Non, nous allons ensemble nous réunir pour essayer de trouver une solution. Et je pense que l'enjeu de ce pays-là est celui-là. Mais encore une fois, et de grâce, ce que je dis est valable ici, il est valable ailleurs. Trouvons définitivement une solution au problème de transmission du pouvoir, au problème matériel de l'organisation des élections. Et je finis sur un mot sur le Sénégal. Rappelez-vous la polémique sur Abdoulaye Wade. Mandat, pas mandat, constitution, pas constitution, il a été battu et il est parti. Ça veut dire quoi? Qu'au Sénégal, les élections veulent dire quelque chose. Ce que je voudrais, c'est que demain, en République démocratique du Congo, l'élection ait le même sens. Dans ce cas, on n'aura pas ce débat aujourd'hui. Monsieur Amissi, rapidement. On peut parler des oppositions qui sont dans le corps électoral, qui font partie de la CENI. Vous savez, en Afrique, et particulièrement au Congo, celui qui a tous les pouvoirs, c'est le président. L'opposition ne peut rien dire dans la commission électorale. Et ce qui m'embête dans tout ça, c'est l'argent qui était prévu pour chaque année pour préparer les élections dans 5 ans. Cet argent, on ne sait pas ce qu'est devenu cet argent, où est passé cet argent. Et plus grave encore, on a parlé de M. Kamere. Je vais bien. Si on doit aller aux élections, si on doit parler avec M. Kabila, on ne doit pas parler avec M. Kabila pour prolonger son mandat. C'est juste que M. Kabila dépose les armes au 19 décembre et qu'il y ait comme monsieur a dit, pour refondre des fichiers électoraux, qu'il y ait une transition à partir du 20 décembre. Mais sans M. Kabila, puisqu'il a épuisé ses mandats, et là,
on pourra parler tranquillement et aller vers les élections apaisées et libres. Merci, Monsieur Amissi. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.